Jean-Claude Gélina, je suis anthropologue, spécialisé dans les questions qui touchent l'histoire et les cultures des populations autochtones au Canada, ainsi que les rapports qu'elles entretiennent avec les non-autochtones au Canada. Donc, je suis rattaché au département de philosophie et d'éthique appliquée à l'Université de Sherbrooke. Et je suis responsable du programme de maîtrise en médiation interculturelle offert par l'Université de Sherbrooke. Donc, un programme qui a débuté en 2008, qui a été initié par Michel Vatslaoussi. Donc, depuis 2008, maintenant, forme à chaque année des spécialistes qui sont aptes à intervenir dans différents contextes où des enjeux, des défis liés à la cohabitation interculturelle se présentent. L'idée est venue justement de la professeure Vatslaoussi. Je crois que c'est autour de 2004. C'était à une époque, tout juste avant la commission Bouchard-Taylor, donc c'était une époque au Québec où on commençait à se poser un certain nombre de questions face au pluralisme culturel et religieux et ce que ça impliquait pour notre société. Et on se rendait compte que il y avait pas beaucoup de gens qui étaient particulièrement aptes ou outillés à orienter un peu le débat, les questionnements et tout. Donc, je pense qu'il est apparu assez rapidement qu'il serait important d'avoir des personnes ressources capables de nous guider un peu par rapport à ces enjeux liés à la diversité culturelle et religieuse. Et on commence à voir aussi des demandes, des offres d'emploi où on va demander aux candidats d'avoir une maîtrise en médiation interculturelle. Donc je pense que c'est une profession qui fait son chemin tranquillement, qui commence à se faire connaître. Et donc, je pense que dans les années à venir, je pense que c'est ces gens-là qu'on a formés pour être vraiment des spécialistes particuliers dans ce domaine-là vont mieux se faire connaître et vont être très sollicités. L'interculturel, dans le cas des relations avec les Autochtones, c'est une question assez complexe parce que la culture occupe une place de premier plan dans le discours politique des populations autochtones. Il y a des enjeux qui sont liés aussi au particularisme culturel des Autochtones, c'est-à-dire que les Autochtones ont notamment un statut particulier, un statut légal particulier, duquel découle un certain nombre de privilèges ou de droits particuliers en fonction de la loi constitutionnelle. Donc, il y a toute une dynamique aussi par rapport aux tribunaux qui tournent autour de la question des droits ancestraux. Alors donc, évidemment, cette ancestralité-là, on la mesure beaucoup à la présence et au maintien d'une culture distincte chez les Autochtones. Donc, l'aspect culturel, il est important dans sa dimension, je dirais, purement culturelle, c'est-à-dire ce qu'il représente pour les Autochtones eux-mêmes, cette espèce de culture traditionnelle, de spiritualité traditionnelle. Ça joue un rôle très important dans les communautés, dans tout le processus de guérison actuellement, mais la culture joue un rôle politique aussi à l'appui des revendications politiques, juridiques. Et donc, un des défis, c'est de d'essayer de bien distinguer ce qui relève du discours et ce qui relève de la réalité sur le plan culturel pour ne pas notamment orienter des rapports politiques avec les Autochtones sur la base de considérations culturelles qui relèveraient plus du politique que
que de la réalité proprement culturelle autochtone. Parce que le danger, c'est toujours le piège de l'essentialisme, en fait, d'une certaine façon, et d'asseoir un dialogue ou des rapports sur quelque chose qui relève plus du construit que de la réalité. Alors, je pense qu'un des défis de l'interculturel, en lien avec les Autochtones, c'est vraiment de distinguer justement ce qui relève de la culture, ce qui relève peut-être d'autres dimensions plus politiques, plus juridiques. Je pense que ça reste un peu flou pour beaucoup de Québécois, la notion d'interculturel. Je pense que, bon, officiellement, l'État s'est donné un cadre, un modèle de gestion de la diversité, du pluralisme qu'on appelle l'interculturalisme, mais ce n'est pas une loi, ce n'est pas, donc ce sont des principes généraux. Et ça, en fait, je ne suis pas convaincu que ce principe général d'interculturalisme est bien connu, bien maîtrisé par beaucoup de citoyens. Je pense que ça reste quelque chose d'un petit peu abstrait. Je pense qu'on est encore à l'étape où ce qui préoccupe les gens, ce qui intéresse les gens, ce sont des situations ponctuelles qui soulèvent des questions. Et à chaque fois, bon, on reprend un peu le questionnement, comment on doit se positionner par rapport à telle revendication de telle minorité ethnoculturelle ou ethno-religieuse, par exemple. Donc, je pense que il y a une préoccupation dans la population par rapport aux enjeux soulevés par le pluralisme, par rapport à ce que ça implique pour l'identité culturelle de la population majoritaire au Québec. Ce qui peut souvent sembler un peu curieux parce que comme majoritaire, on ne devrait pas se sentir particulièrement menacé par des groupes ethno-religieux qui sont souvent très minoritaires sur le territoire, mais je pense que cette réaction-là se comprend aussi par le fait que les Québécois sont quand même minoritaires eux-mêmes. Alors, ce qui est souvent vu comme des concessions faites aux groupes minoritaires sur notre territoire sont vues aussi comme une mise en danger ou une concession qu'on fait par rapport à notre propre identité face au reste du Canada. Donc, la majorité au Québec, la tradition canadienne-française est toujours dans cet entre-deux-là où elle doit répondre à des revendications de groupes minoritaires, mais elle doit se protéger elle-même assurer sa protection. Ce qui fait qu'on est toujours un petit peu... il n'y a rien de très clair. C'est toujours un peu ambigu notre réaction face au pluralisme et en ce qui concerne le positionnement qu'on doit avoir face au pluralisme. Alors donc, je pense que l'interculturel, ça reste probablement quelque chose d'un peu abstrait encore. Je pense qu'il y a un obstacle qui est toujours présent, c'est celui de mettre une certaine distance entre la population de souche ou native et les citoyens qui sont de nouveaux arrivants, en tout cas associés à l'immigration. On a du mal, je pense, au Québec, souvent à franchir le pas et se dire, quand ces nouveaux arrivants arrivent chez nous, s'installent chez nous et deviennent citoyens, ils ont les mêmes droits que tous les autres citoyens, et notamment le droit de pratiquer la religion qui leur convient, de pratiquer les éléments, les traits culturels qui leur conviennent, qui leur sont propres. Alors, on a toujours l'impression que les immigrants partent avec... ils ont toujours devant eux une certaine résistance quand vient le temps d'exprimer leur particularisme, même si, en principe, selon le cadre normatif en vigueur, ils ont tout autant le droit de le faire que les Canadiens ou les autres Québécois
peuvent le faire. En termes de droit, en principe, on est sur un pied d'égalité. Mais on a toujours encore ce réflexe, je pense, de considérer les personnes immigrantes comme ayant un effort d'intégration à faire qui implique un certain rapprochement face aux coutumes, à la culture en place dans la société d'accueil. On semble plus rassuré quand les immigrants tendent à faire comme la population d'accueil, plutôt que de préserver des traits culturels et religieux qui leur sont propres. On a encore ce réflexe, je pense, de voir ça comme étant une réticence des immigrants à vouloir s'intégrer dans la société, alors qu'il y a toujours une distance importante entre les manifestations, les expressions culturelles et religieuses et, je dirais, l'intégration effective, économique, sociale dans la société. Ce ne sont pas des réalités qui, à mon avis, sont incompatibles. On peut être très bien intégré socio-économiquement dans la société, mais avoir quand même un souci de préserver un certain particularisme. Oui, je pense que c'est un réflexe qui est très présent quand on parle d'interculturel, on parle d'immigration. À ce niveau-là, d'ailleurs, je dirais la tournure qu'a pris un peu le mandat de la commission Bouchard-Taylor, qui au départ devait porter sur les accommodements raisonnables de nature religieuse, c'était le mandat. Et c'est une commission dont les travaux ont rapidement tourné vers l'intégration, la question de l'intégration des immigrants. Comme si, d'une part, l'accommodement religieux était essentiellement une problématique liée à l'immigration, ce qui n'est pas le cas du tout. Alors, dans ce contexte-là, oui, je pense que l'interculturel, on l'associe toujours à cohabitation et enjeu de cohabitation entre des groupes ethnoculturels différents. Dans le programme en médiation interculturelle, à tout le moins, on a plutôt tendance à prendre le concept d'interculturel de manière plus large, le concept de culture de manière plus large aussi, pour l'étendre à des domaines qui ne touchent pas nécessairement des aspects ethnoculturels. En tout cas, pas directement. On donne souvent l'exemple d'une entreprise québécoise, par exemple, qui serait achetée par une entreprise, une multinationale, japonaise, par exemple, qui peut avoir une culture de rapport employeur-employé différente au niveau des structures hiérarchiques, par exemple, la façon de s'adresser aux dirigeants, de respecter la hiérarchie à l'intérieur de l'organisation. Il y a un aspect culturel là-dedans, mais ici on parle de culture d'entreprise, de façon de gérer une entreprise, donc c'est loin des rituels culturels ou religieux ou quoi que ce soit. Donc il y a des domaines comme celui-là où il y a la dimension culturelle n'est pas nécessairement liée à l'immigration comme telle. Et ça, nos étudiants sont sensibilisés et formés à intervenir aussi dans ce genre de contexte-là. Donc l'interculturel gagnerait probablement à être, oui, effectivement, élargi à bien d'autres choses qu'uniquement la situation des immigrants, des rapports qu'on peut entretenir avec eux. Je crois que ça entre dans la réflexion du législateur. Je pense que, par exemple, le processus de consultation au niveau, lorsque vient le temps de réfléchir à un projet de loi, par exemple, les consultations qui sont faites auprès d'organismes, de groupes d'intérêt et tout ça, souvent des universitaires vont intervenir, des spécialistes, donc ça fait leur opinion entre dans le processus de réflexion
des députés, des ministres, donc du législateur. Maintenant, outre la commission Bouchard-Taylor, qui était un exercice important de réflexion sur la question interculturelle, à mon avis, c'est pas nécessairement une grande préoccupation du gouvernement, en tout cas au Québec. Et d'ailleurs, bon, on attend toujours de voir concrètement comment seront mises en application beaucoup des recommandations qui ont été faites dans le rapport de la commission Bouchard-Taylor. Donc je pense que l'exercice de cette commission-là était lui-même un peu teinté de considérations politiques. Je pense qu'on avait atteint un niveau de questionnement et de préoccupation par rapport à une réalité qui elle-même était un peu beaucoup déformée par le rendu médiatique qui en a été fait. Donc, je pense que la commission a eu du bon dans la mesure où ça a suscité des discussions, ça a sensibilisé la population à un certain nombre de réalités. Mais, bon, une fois que le rapport a été remis, on n'a pas vraiment eu de suite très poussée à ce niveau-là. Très poussée, très concrète de ça. Donc, je ne crois pas que ce soit encore aujourd'hui une préoccupation vraiment importante pour le gouvernement. Il faudrait voir aussi, est-ce que ce serait utile d'arriver à une définition de ce qui est l'interculturel ou de définir un champ précis de ce que serait l'interculturel? Parce qu'il y a une réalité à laquelle on est confronté aussi, qui est celle qui veut que on pense encore interculturel en s'imaginant, en se représentant des rapports de cohabitation, de conflits entre des groupes ethnoculturels. Mais c'est une réalité qui change assez rapidement parce que tous ces groupes ethnoculturels qu'on a tendance à bien définir, à situer à l'intérieur d'une frontière justement ethnoculturelle, sont de plus en plus diversifiés. Il y a beaucoup de diversité aussi à l'intérieur de ces groupes ethnoculturels. Alors, est-ce que ce serait une avenue pertinente et profitable de réfléchir en termes de cohabitation entre groupes ethnoculturels, de travailler sur des politiques pour favoriser la cohabitation, l'interaction entre des groupes ethnoculturels, alors que la diversité, elle se vit de plus en plus sur une base individuelle dans une société comme la nôtre. Alors, vous pouvez avoir quelqu'un qui, en principe, appartient à une communauté musulmane ou sikh ou autre, mais qui, dans beaucoup de sphères de sa vie personnelle, est branché sur plusieurs autres courants d'influence culturelle. Alors donc, est-ce que cette personne-là ne doit être vue et abordée en tant que membre d'une communauté culturelle donnée? Si on regarde attentivement cette personne-là, sur certains plans, elle fait partie de la culture majoritaire aussi. Et sur certains plans, elle continue d'être rattachée à sa communauté d'origine, dans son pays d'origine. Donc sur certains autres plans, est-ce que l'avenir est dans les efforts pour rapprocher des communautés, des groupes ethnoculturels, développer des mécanismes pour qu'ils entretiennent des rapports entre eux, des interactions, des discussions et tout, ou est-ce que l'interculturel ne devrait pas être abordé de manière un petit peu plus large, sur une base d'intérêts plus individuels? Peut-être, dans la mesure où je pense
pense peu importe l'appartenance des individus à des groupes ethnoculturels ou à différents courants d'influence culturelle, je pense que fondamentalement, en tout cas dans une société comme la nôtre, la plupart des individus partagent quand même des valeurs des valeurs communes, une espèce de droit, des valeurs de liberté, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est peut-être plus à ce niveau-là, je pense que les rapports, les interactions devraient être abordées, c'est-à-dire partir de... C'est peut-être plus facile de partir de ce qui rejoint pour amener les gens à se parler, à dialoguer entre eux. Et à partir de là, l'acceptation des différences devient peut-être un peu plus facile. La différence elle-même devient peut-être un petit peu moins préoccupante, parce qu'on sait que, bon, au-delà de la différence, les gens qui nous côtoient, peu importe à quel groupe on les associe, partagent quand même avec nous un certain nombre de valeurs et d'objectifs pour l'avenir, qu'on est peut-être rendu à une étape où c'est peut-être plus facile maintenant de partir de ce qu'il y a de commun pour ensuite appréhender de façon un peu plus, avec moins de méfiance et moins de préoccupation la différence. Le résumé, je dirais que pour moi, c'est une prise de conscience des différentes manières, des différentes avenues pour répondre à des besoins, des préoccupations, des valeurs fondamentales de base, qui ne sont pas nécessairement très nombreuses, mais qui sont probablement partagées par beaucoup de citoyens. En tout cas, je parle pour des sociétés comme la nôtre. Alors donc, dans ce sens-là, c'est pas quelque chose qui devrait, si on le prend dans cette perspective-là, c'est pas quelque chose qui devrait, à mon avis, alimenter les préoccupations, la méfiance, dans la mesure où on considère que c'est finalement l'aboutissement de façon de voir des valeurs, des aspirations qu'on partage probablement tous d'une façon ou d'une autre.